Bonjour à tous les abonnés, moi c'est Grande Bavardeuse et Et Métis. ici c'est Mathis Sagan Croco. On est un peu stressé parce Coucou. qu'on fait pas ça souvent. Bah voilà, en fait on est là parce que Mathis, si présent, Ouais. va juger ma bibliothèque. L'idée à la fin de ce jugement, ça va être de décider de si oui ou non je mérite ma capacité de lire. Non. Ok, Voilà. bah pas tant alors. Top. Si vous avez envie d'écrire des trucs, écrivez des trucs, c'est toujours très divertissant. Divertissant. Bah c'est ça, moi je juge beaucoup, mais on prend vraiment vos jugements. Voilà. En gros, l'idée, c'est que tu puisses un peu juger ma bibliothèque qui est composée très essentiellement de livres que je n'ai jamais lus. Oui. Parce que, comme l'a très bien souligné Mathis tout à l'heure, je suis en incapacité de refuser de recevoir des livres quand on me propose de m'en envoyer. Voilà. Voilà. Je dis toujours à Anna, tu prends toutes les invitations, tous les giftings. Anna, vous pouvez lui envoyer n'importe quelle invitation à n'importe quel spectacle, exposition et tout. Elle dira oui. Ça Voilà. peut ne pas du tout l'intéresser, ne pas rentrer dans ses centres d'intérêt, ses thématiques et même ses valeurs. Elle ira. Oui, c'est-à-dire qu'une fois, on m'a invité au forum du burger et j'ai réfléchi à Oh, y toi. aller. Ou une autre fois où on m'a invité à un événement Babybel. Et j'ai pas pu, mais juste parce que je m'étais déjà engagée sur un autre événement. C'est ça, c'est une yes woman. Mais voilà. Donc en gros, l'idée, c'est un peu ça. C'est que je dis non, enfin, je dis non à rien. J'ai par exemple reçu le jeu de société Fort Boyard Voilà. récemment. Qui fera l'occasion d'un prochain live. J'espère. Il est vraiment à chier. Ne l'achetez pas. Ça Ah, c'est coûte vrai? bien trop cher. C'est vraiment de la merde. Oh my god. J'ai joué avec mes amis, ouais. Mais donc, du coup, voilà. Mathis va s'attaquer à cette bibliothèque de Yes Man, comme ça a été Ok. prononcé, effectivement. On va procéder et je me permets d'introduire même un autre concept. Quand j'étais au lycée, j'étais tout le temps un peu dans les salles du CDI et il y avait des bouquins, etc. Et je faisais ce qu'on appelle de la bibliomancie. Donc je pense qu'on peut commencer par ça, qui consiste en fait à prendre un livre au hasard. Le titre déjà va nous indiquer quelque chose sur Anna, Oh sur non, aujourd'hui. David Copperfield. de Bon, David, c'est le Dickens. nom de mon père. Mais Alors, on va lire une phrase au hasard et ça va dire par exemple comment va se passer la semaine prochaine. ok. Pour moi, c'est le manger et le boire, c'est le logement et la famille, c'est la lecture, l'écriture et le calcul, c'est le tabac à priser et à fumer, et le sommeil. Bah, ça s'annonce pas trop mal. Bah, Fast Life, Ça s'annonce de une vie de bon vivant, comme une vie de bon vivant. finalement. Petite histoire derrière ce livre, il est très âgé, comme vous pouvez le constater. C'est parce qu'avant de recevoir énormément de livres gratuitement, comme la bonne grosse influe voleuse que je suis, je me contentais de voler, non pas voler, terme inapproprié, de récupérer des livres dans des boîtes à livres. Voilà. Histoire de remplir une bibliothèque qui était bien trop vide et qui faisait tiep sa mère. Et donc du coup, je récupérais bien des livres très âgés que je ne lisais pas parce qu'en fait, j'ai pas le temps, genre dans la France de Macron. Et donc j'ai une multitude de livres très anciens, genre celui-là date de 1978. En vrai, plus vieux que la daronne de certains ici. Et oui, l'odeur est entre l'humidité et Moi le... j'aime bien, les Ouais, vieux livres, et les moi livres aussi. d'occasion et tout. Moi aussi, j'aime bien. L'odeur du livre est un critère, oui. Ouais, et puis les covers étaient sympas à l'époque Ça, aussi. c'est les anciens Flammarion, non? Ouais. Je m'y connais Non. beaucoup en C'est... édition. Ah oui, c'est ça. Oh, Eh waouh. oui. Eh ouais, bah oui en fait. Oh, le malade. Est-ce que je continue à choper des livres sans regarder ou pas? Ouais, en Pour le vrai, si tu veux, jugement? vas-y. Ok. Fais attention par contre parce Alors que ça, on l'a montée, cette bibliothèque, on l'a montée un soir à 4h du matin oh my avec god. mon partenaire de vie. Le Et fait genre qu'on sans l'appelle mon marteau, partenaire de vie à chaque fois. sans marteau, ni rien. Du coup, des fois, je suis un peu en mode, ah, mais il y a une vis qui tombe là. Donc voilà. Alors, deuxième livre que je vais juger. Carole Martinez, Dors ton sommeil de brute. Alors celui-là, tu l'as évidemment pas acheté parce qu'il coûte 22 €. Non, Je connais pas du tout Carole Martinez. Un long hurlement, une foule d'enfants secoue la planète dans les villes, le cri passe à travers les murs, se faufile dans les canalisations, jaillit sous les planchers, court dans les couloirs des tours où des familles dorment les unes au-dessus des autres. Le cri se répand dans les rues. c'est assez, je sais d'où ça vient, Ça il me m'a créé un peu semble. d'éco-anxiété Je crois que soit c'est quelque chose qu'on m'a envoyé, soit c'est quand, à l'époque où j'avais un vrai travail,
tu sais, on te donne des cartes que tu peux dépenser. Hmm. Et moi, du jour au lendemain, on m'a dit, voilà, ton taf, il termine demain. T'as genre jusqu'à demain pour dépenser 300 € de chèque culture. Et du coup, j'ai juste acheté tous les livres que j'ai trouvés dans une librairie, puisque j'étais en mode Ok, 300 € qui sont soutirés de mon salaire, je vais pas les évidemment. perdre. Évidemment. Et du coup, j'ai acheté ça. Mais deux réflexions à faire sur ces livres de cons. Ouais. Bah, il y a quelqu'un déjà qui a dit Gallimard, la bourgeoisie de l'édition. Voilà. Alors, la première, qui garde... Bon, du coup, là, oui, mais qui garde ces trucs? Toi, tu le fais. Moi, ah non, moi, je les jette. Hein. J'en ai rien à faire de ça. Tu m'as prêté un livre qui est genre là-bas et il y a encore. Oui, ça veut dire que tu me l'as jamais rendu d'ailleurs. Non, mais genre, déjà, ces trucs Non, de mais des fois, cons, je les là, garde. ça me saoule. Moi, quand je vois des gens lire avec ça, je suis en mode énorme prouveur. Tu lis pas, en fait, tu sais pas lire pour Surtout avoir un que truc c'est pareil chiant, sur ouais. ton bouquin. Et ensuite, c'est quoi ces couvertures de cons, là? Moi, j'aime bien. Moi, je fais partie de la team qui aime bien. Est-ce que ça fait de moi un fasciste? Oui. Ouais, en vrai. Mais moi, j'aime bien. Genre, parce que bah, mon partenaire de vie, il est italien. Et eux, en Italie, ils ont des putains de couvertures sur tous les livres. Et ils sont un peu en Ouais. mode, les Français, vous êtes chiants à mourir avec vos livres de cons, genre. Venant d'une personne qui vole des livres pour remplir sa bibliothèque. Oh, mais on peut plus rien faire, franchement. Franchement. Oui, tu es fasciste si tu aimes cette couverture. C'est vrai. Il faut l'admettre. Ouais, c'est un peu boring as fuck. C'est un peu boring. Mais bon. Mais c'est qu'en fait, des fois, quand ils veulent faire des couvertures illustrées et tout, en France, des fois, c'est très moche. C'est pas réussi. Et maintenant, de plus en plus, c'est fait à l'IA. Donc on n'encourage pas du tout ça. Je préfère avoir une couverture comme ça plutôt qu'une couverture faite à l'IA. Moi, ce que j'adore à chaque fois, c'est les couvertures des anciennes maisons d'édition. Les anciens Flammarion, je les trouve très beaux. C'est à l'ancienne. Et moi, j'aime beaucoup les anciens folios. Parce que des fois, les folios, aujourd'hui, ils vont mettre une photo libre de droit trouvée sur Internet. C'est immonde. Ça peut être le plus beau livre du monde. Quand Si la ils mettent couverture... Ah ouais. Quand ils mettent les affiches des adaptations en livre. Ouais. Genre quand t'as la gueule de Pierre Ninet sur tous les contes de Monte Cristo de France. Genre. C'est insupportable. Ça me donne pas envie de lire le livre. Oula. Faut pas que Oh, je fasse putain. tomber des trucs. Oh, mais on retombe sur du Gallimard. Je l'ai pas lu non Tu plus. l'as aussi pas lu. Alors moi, pour le coup, je l'ai lu. Et Alors c'est un sujet en tension. Donc c'est Karine Thuil, La guerre par d'autres moyens. Karine Thuil, elle a écrit des livres qui ont été assez primés, notamment Les choses humaines, qui a été adapté au cinéma, La décision, qui est peut-être en cours d'adaptation au cinéma. Et La guerre par d'autres moyens, c'est son dernier roman qui nous plonge dans, et c'est aussi pour ça que je l'ai aimé, dans deux mondes remplis de paillettes autant que de vices, c'est-à-dire le cinéma et la politique. On y suit un ancien président qui n'a pas été réélu et qui est marié avec une actrice qui fait partie du film, qui est vraiment le plus en vogue au Festival de Cannes à ce moment-là. Mais dans ce film, la production de ce film a été extrêmement problématique et le réalisateur a été extrêmement problématique et violent sur le plateau. Tu sais que quand on m'a envoyé ce livre, je vais dire un truc vraiment de grosse prouveuse, mais j'ai eu le giga seum parce qu'en fait, genre, il y a plusieurs années, quand j'étais dans ma phase, genre, plus tard, je serai tellement une écrivaine et tout, je m'étais inventé une histoire dans ma tête et genre, j'avais un peu une liste de synopsis et tout. La vie de ma mère que j'ai inventé ce synopsis dans ma tête. Ah ouais? La vie de ma mère que j'avais eu l'idée avant. Et là, en fait, ça me gave parce que il y a plein de romans qui sont publiés en ce moment où je suis en mode la vie de ma mère que j'avais eu l'idée avant. Juste, qui a le temps d'écrire des romans dans la France de Macron? Encore lui. Bah, Karine Thuil, c'est son job. Ouais. Et justement, elle avait dit qu'elle avait rencontré des anciens présidents pour écrire ce livre et pour savoir ce que ça faisait d'être un ancien président qui n'avait pas été réélu. En parlant Et d'ancien président, je me posais tout le long la question de est-ce qu'elle a rencontré Sarko ou Hollande? Est-ce qu'elle a rencontré Sarko ou Hollande? justement, Et je pense qu'elle a rencontré Sarko. En parlant d'anciens présidents, il y a 2 livres dans cette bibliothèque qui sont là ou alors probablement à côté, parce que là, même le sol, j'ai plein de livres parce que j'ai plus trop de place, sur lesquels je n'ai pas envie que tu tombes. On verra, restez connectés. Mais en tout cas, moi, c'est un livre que j'avais trouvé très intéressant. Parce que Karine Thuil, elle prend toujours les personnages au moment où ils vacillent, au moment où leur vie peut devenir extraordinaire ou merdique d'un coup. Donc, alors, je n'ai pas de livre du Front National. Ouais, on n'en est pas là. Pas abusé. Et je n'ai pas le journal d'un prisonnier. Pourtant, mais on adorerait si vous voulez nous l'envoyer. Ah, gratuitement. Si on peut éviter de le financer, ça nous arrangerait. Mais ouais, non, c'est 2 figures de la politique française assez iconiques. Je chope un livre en bas pour changer. C'est un petit livre, c'est un livre de poche. Ah, je sais pas pourquoi j'allais faire comme ça et deviner, mais tu peux pas deviner un livre. Celui-là, je l'ai lu.
Boileau, Narcejac, Chanclos. Bah tu vois, ça c'est les anciens folios et je les trouve, bon, c'est un peu glauque, je les trouve plus jolis. C'est en gros l'histoire, c'est une espèce. Ah, attends, je vais essayer de résumer en fonction de ce dont je me souviens. C'est comme une petite ville dans laquelle vivent des vieux extrêmement riches et la plus vieille de tous les vieux, c'est un peu une Castafiore qui se la pète. Et il y a sa sœur et elle, elles se détestent un peu, elles ont un peu une relation genre amie-ennemie. Et du coup, sa sœur, pour faire chier sa sœur qui est la vieille Castafiore que tout le monde admire, propose à une amie à elle, qui est encore plus vieille que elle, de venir sur l'île pour que ça devienne la nouvelle, genre, vieille, riche, que tout le monde célèbre dans l'île, quoi. Et du Ok. coup, c'est genre un peu une histoire de, genre, tu vois, le son de Charlie XCX, où elle est en mode « Girl, Oui. girl, girl ». Bah, c'est un Girl peu So ça. Confusing. Voilà, bah, c'est un peu ça, mais entre deux personnes âgées. Ok. Bah ça a l'air cool en vrai. Enfin, ça a l'air marrant. Ouais, en vrai, c'est sympa. C'est pas un masterpiece, hein, mais c'est sympa. J'ai le PDF d'un journal d'un prisonnier pour les curieux qui ne veulent pas financer Sarko. Il faut l'envoyer. Eh oui. Il faut l'envoyer. Adresse mail en bio. C'est pas Mitterrand, c'est pas Chirac. Hmm. Non, non, non. Ah bah celui-là, je l'ai pas... J'ai lu que l'intro aussi. Lui, alors lui, c'est un des rares livres que j'ai acheté récemment Ouais. et j'ai trop hâte de le lire. Et je l'ai pas lu encore. Pour le coup, le sujet en lui-même est hyper intéressant. Donc c'est Les Vigilantes de Léane Alestra, qui est un essai publié dans la collection Nouveaux Jours de chez J.C. Lattès, qui est une collection qu'on vous invite, enfin je dis on parce que je pense qu'on va être d'accord, qu'on Ouais. vous invite vraiment à découvrir parce que c'est toujours sur des thématiques ultra, enfin assez précises, mais c'est traité avec un axe qui est très intéressant et surtout très accessible. Enfin c'est des essais mais qui sont pas chiants. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit il est balèze pour un essai. Enfin, Ouais. en vrai, qui tient Non, pour le coup, Ah ouais, c'est bon, quand même les 300 pages. sources. Ouais. Mais donc moi j'ai lu que l'intro, en fait c'est sur la place des femmes dans l'extrême droite. Parce que il y a beaucoup de femmes en fait qui sont d'extrême droite, y compris la figure, non mais c'est vrai, y compris la figure de proue en France, bah, Marine Le Pen, alors que les femmes, voilà, Thérèse Escuffon, alors que les femmes ne sont pas favorisées par les programmes d'extrême droite, au contraire. Et donc du coup on pourrait se poser la question de qui sont ces femmes surveillées et surveillantes au cœur de l'extrême droite et quels intérêts elles ont justement à adhérer à ces programmes-là et même à les défendre. Oui, Mathis connaît tous les livres. C'est un énorme puceau qui ne sort pas de chez lui. Bah Et, merci de me coller. Et pour ce qui est de genre Mélanie Le Pen Thatcher, vous savez que j'ai découvert un truc de fou sur Mélanie. Il y a une vidéo qui existe et je vais faire une vidéo là-dessus un jour. Yes. Il y a une vidéo qui existe de Mélanie qui est genre, c'est une vidéo Ina. Mélanie qui parle très bien français et qui se fait filmer par genre le JT de 20h de l'époque. Et littéralement, Mélanie en mode moi j'adore Mussolini. Mon idole dans la vie, c'est Mussolini. Je vais genre, oh non, ça va être encore clippé, ça. Ça me saoule. Et genre, vraiment, genre, elle est en mode Mussolini, c'est ce qu'il nous faut pour l'Italie. Voilà, je vais genre mettre au goût du jour le fascisme et tout. Et j'étais en mode, c'est fou parce que aujourd'hui, elle a tellement réussi son entreprise de banalisation que, bon, les Italiens sont très peu bernés, mais nous, en France, il y a des gens qui se revendiquent comme n'étant pas d'extrême droite, qui sont encore en mode « Oui, mais Mélanie, tu sais, c'est pas l'extrême droite comme chez nous, elle a des propos intéressants, notamment genre économiques et tout, machin. » Je suis en mode, littéralement, elle traînait et elle traîne encore avec genre des fascistes. Genre les inventeurs du fascisme. Enfin bref. Mais du coup, voilà, j'espère qu'il parle de Mélanie dans le livre. Ben, on verra. Mais c'est aussi des essais qui abordent beaucoup la pop culture et je le vois juste dans le dos que ça parle par exemple de Desperate Housewives, à Bonnie and Clyde en passant par Twilight. Parce que à chaque fois dans la pop culture, ben, la pop culture retranscrit le monde et le monde tel qu'il est aujourd'hui nous déprime. On vous embrasse. Ça fait réfléchir. Ok, je vais prendre ça. Ah, bah ça je l'ai lu aussi. Mais moi je l'ai lu en grand format. Parce que j'étais cool à l'époque. Moi je l'ai pas lu, je l'ai reçu il y a genre une semaine. Ouais, bah de toute façon ça se lit vite parce que regardez, c'est. Ah comme oui, ça. ah Ouais. oui, d'accord. C'est pas très fun. Enfin, j'annonce d'avant et surtout je mets des trigger warnings. Ça s'appelle Tout brûler. C'est un nom breton, Lucille de Pélouan. Et c'est un livre sur l'inceste qu'elle a subi quand elle était jeune et surtout le silence qui a été imposé par sa famille autour de cet inceste-là. Donc l'inceste, c'est une question qui est l'une des plus difficiles, je pense, à traiter en littérature. Et du coup, elle est passée par la poésie pour le traiter. C'est forcément quelque chose d'extrêmement délicat.
presque quelque chose de malsain parce qu'à chaque fois qu'on lit un livre ou qu'on entend parler d'un livre qui parle de l'inceste, en fait, on va chercher ces passages qui vont nous choquer parce que Mm. d'une certaine manière, on a envie d'être choqué, on a envie de s'indigner et c'est des lectures qui peuvent être assez malsaines et je trouve que dans Tout brûler, elle l'a fait de manière ben, très délicate sans pour autant euh, lisser en fait la réalité et la dureté Mm. de ce qu'elle a vécu. Mais c'est grave un sujet, j'ai l'impression. Là, en ce moment, il y a Oedipe Roi, je crois, à l'Odéon. Ouais. C'est grave un sujet de comment tu représentes l'inceste, en fait. Parce que t'as un peu ce truc où t'as l'impression que si tu mets pas les gens face à la violence que c'est graphiquement, bah ils vont peiner à réaliser. Et si tu... mais en fait, d'un autre côté, t'as pas envie de rentrer dans quelque chose de malsain et de graphique pour être graphique, quoi. Enfin, en général, c'est une question qui est intéressante, même sur la représentation des VSS. Bon, encore plus vis-à-vis des enfants, mais dans l'art, en fait. Genre, typiquement, le consentement, est-ce que tu as besoin de voir Matzneff abuser d'une actrice qui a l'air d'être mineure, genre graphiquement pour te rendre compte de la violence, ou est-ce que en fait le fait de la suggérer suffirait? Je sais pas. Bah, et de la même manière, quand le film est sorti, tu vois, moi, je me suis dit, j'ai vraiment envie de voir les dingueries qu'il écrivait dans ses bouquins. Et c'est une envie Hmm. ultra malsaine parce que ce mec, enfin, si je le voyais dans la rue, enfin, j'aurais envie de vomir, quoi. Mais une fois en librairie d'occasion, je suis tombé sur un de ses livres et donc du coup, il m'a fallu vraiment, genre, je pense 30 secondes avant de tomber sur un passage problématique. C'était l'histoire de petits enfants sur une île et tout. Et en fait, j'ai lu 3 lignes, c'était déjà assez dégueu comme ça, et je me suis dit, bah, pourquoi faire? Parce que ça sert à rien, ça Ouais. dégoûte, Un peu comme avec Lolita de Nabokov en vrai, hein. que je n'ai pas lu. Oh, Mais il paraît que c'est excellent, mais c'est que c'est très malsain. génial. Ah ouais? En fait, pour ceux qui n'ont pas le lore de Lolita de Nabokov, en gros, c'est un peu comme si vous lisiez, enfin littéralement, c'est un peu ça, vous lisez le journal intime d'un pédocriminel qui raconte en fait la façon dont... en fait, lire le journal intime, ça permet de voir comment lui justifie ses pleins pouvoirs sur des enfants, comment il semble légitimer ça, tout en voyant en même temps le plaisir malsain qu'il y trouve, quoi. Et en fait, c'est écrit, mais d'une façon qui est à la fois... Enfin, en fait, l'écriture est terrifiante, mais il me semble que Nabokov, parce qu'il y a plein de gens qui se disent, mais est-ce que Nabokov, genre, abuse de petites filles? Genre, est-ce que c'est le journal intime de Nabokov? Et en fait, je crois, à vérifier, je crois que Nabokov a lui-même été victime de faits de pédocriminalité, il me semble. Il y a une Et interview dans Apostrophe qui est hyper intéressante, justement à propos de ce roman-là, ouais, où lui va justifier son propos littéraire. Apostrophe, c'est un peu l'équivalent de la grande librairie à l'époque, avec Bernard Pivot, et où du coup c'était le lieu où tous les auteurs venaient parler sur France Télévisions de leurs bouquins, etc. Sauf que aujourd'hui, la grande librairie, ça clash pas. À l'époque, ça pouvait beaucoup plus clasher, et donc du coup, on l'interpellait sur cette émission-là, on lui disait, mais c'est quand même extrêmement dérangeant comme projet littéraire. Et justement, effectivement, il raconte qu'il en a été victime. ah, c'est ça. Et Ouais. il se défend aussi de ce projet littéraire-là en disant que la littérature est justement là pour raconter ces C'est choses-là. ça. Et c'est pour ça que le film de Kubrick, là, dont je vois qu'on parle dans le chat, a été hyper mal reçu, lui, à juste titre. En revanche, c'est parce qu'en fait, dans le film de Kubrick, moi je l'ai pas vu, je préfère pas le voir, Moi non plus. on n'arrive pas... En fait, le réalisateur n'a pas fait transparaître ce truc-là de... en fait, c'est comme s'il avait adapté littéralement les pensées du pédocriminel. Et donc, du coup, on dirait que la gamine lui fait du rentre-dedans et grave à la recherche d'un lien sexuel avec lui, alors qu'en fait, c'est lui qui s'est inventé ça dans sa tête et qui le retranscrivait dans ses journaux intimes. Et donc, quand on lit le livre, on le comprend parce que on voit du fait de la façon dont c'est écrit, des prises de position du personnage, que le mec est totalement taré et que du coup, ce que lui pense être une attraction de la part de la jeune fille est juste genre la transposition de ses fantasmes pervers. Alors que quand on regarde le film, c'est littéralement une petite fille qui est en mode j'ai grave envie de me taper le gros daron. Et du coup, ça crée un truc un peu chelou où t'es en mode mais en fait, est-ce qu'on critique ou est-ce qu'on romantise? Ouais, c'est ça, c'est que le point de vue en fait est mal adapté et c'est pour ça que je pense qu'il y a des trucs qui se lisent et qui ne peuvent pas se regarder en vrai. Voilà. C'est ça. Tu veux enchaîner? Ouais. Alors, Kafka. Ah, alors ça, peut-être qu'on va pas être d'accord. Kafka, la métamorphose et description d'un combat. Tu l'as lu ou pas? Je l'ai pas lu. Ok. Euh,
La Métamorphose de Kafka, c'est une nouvelle qui est assez courte. Dites-vous que là-dedans, il y a 2 livres. Et je pense que La Métamorphose est le plus court. Concrètement, La Métamorphose, c'est l'histoire d'un mec qui a un travail, qui se fait chier, etc. Et donc un jour, il se réveille dans son lit, il est dans sa chambre, il s'est enfermé, et en fait, il s'est transformé en insecte. Wesh. En un énorme insecte, voilà. What the fuck, Et les donc, du abonnés. coup, sa famille toque à la porte en mode hihi, tu dois aller au boulot, etc. Le seul bon livre de Kafka. Vous me dites si je dis de la merde, parce que je l'ai lu il y a genre 3 ou 4 ans, donc ça se trouve, je dis des inexactitudes. N'hésitez pas à me contredire. Et c'est aussi un peu c'est un peu un livre du coup sur à quel point le monde du travail peut nous, la métaphore de fond, à quel point le monde du travail peut juste nous mindfuck. J'ai pas envie de dire un mot vulgaire et en plus j'ai l'impression de dire un mot de boomer. Mais à quel point le monde du travail peut nous détruire le cerveau. Et il y a du coup un mot qui a été inventé autour de Kafka, c'est tout ce qui est kafkaesque, et c'est souvent en rapport avec l'administration qui est décrite comme une administration toujours avec des longs couloirs, avec des systèmes administratifs qui n'en finissent pas, on s'en sort jamais. C'est absolument déprimant, on a l'impression que de tout faire pour rien. Et c'est, je pense, aussi dû à la division du travail, à la division des tâches, qui à chaque fois font perdre les tâches de leur sens parce qu'on a l'impression de participer à un système, mais d'avoir une utilité visiblement très réduite au sein de ce système-là. Et je pense que c'est le malaise qu'a voulu traduire Kafka dans La Métamorphose, en transformant du coup son protagoniste en insecte. Moi, je me suis juste fait chier. Je trouve que c'était court, mais ça m'a pas plus intéressé que ça. Et en fait, là, de ce que je vous raconte, vous avez compris le livre et vous n'avez même pas besoin de le lire. Et je trouve que c'est un livre qui n'a pas besoin d'être expérimenté. Il y a quelqu'un qui a dit actuellement dans ma chambre de la sorte, que faire? En fait, Tu es un insecte? Mais tu es quel type d'insecte? Nous, ça nous arrange presque à la limite, parce qu'au moins tu regardes nos live Twitch au lieu de faire autre chose, et vu que nous, on vit de l'économie de l'attention, malheureusement, on ne peut pas te donner de conseils. Et il y a quelqu'un qui a dit, qui a parlé d'abeilles et d'escargots, et ça m'a fait penser au fait que j'ai un livre sur les escargots qui est génial dans cette bibliothèque. Ok. Que je peux chercher, mais en gros, c'est un recueil de nouvelles qui sont toutes au sujet d'escargots. Ah, c'est marrant. Et donc, il y en a une, c'est genre un mec qui arrive sur une île, pas un anthropologue, mais c'est quoi le vrai métier de Indiana Jones? Entrepreneur? Genre, les mecs qui vont un sur des ethnologue. îles. Ouais, voilà. Ou un aventurier, quoi. Je sais pas, colon qui est sur une île et qui cherche des nouvelles espèces animales à classifier. Voilà. Et il tombe sur un énorme escargot. J'en ai vu de genre 4 mètres. Non. Ah non, pas 4. Ouais. Non. Et du coup, en fait, l'escargot veut le bouffer. Et il doit fuir l'escargot. Ça va. Non, mais c'est vraiment génial. Attends, je crois que c'est dans ma pile des livres dont j'ai un peu plus honte, qui sont pas dans la bibliothèque, mais qui sont à côté. Oui, parce que je cache depuis tout à l'heure, mais il y a une petite pile de livres juste ici. Alors là, il y a Sarotte, Marcel Pagnol, Oh. L'amateur d'escargots, Patricia Hickes-Smith. Et tu veux pas me passer un livre de ta bibliothèque où tu attends mon jugement dessus? Où ça t'intéresserait de savoir ce que j'en pense, ou alors c'est un sujet en tension? Ouais, bien sûr. Attends. Patricia Highsmith, L'amateur d'escargots. Tu vois, j'aime beaucoup les anciens livres de poche. J'en ai un juste là. Est-ce que j'ai besoin de vous montrer le titre quand juste la photo parle d'elle-même? Et c'est fou quand même que sur les livres de politique, on utilise plus la figure que ce qu'ils ont à raconter. Parce que c'est aussi comme ça que fonctionne la politique. Les leçons du pouvoir, donc c'est François Hollande qui va nous donner des leçons apparemment, parce qu'il en a à donner. Pour la première fois depuis qu'il a quitté l'Élysée, François Hollande s'explique. Il tire les leçons humaines et politiques d'une expérience unique. Comment vit un président au jour le jour? Comment tranche-t-il dans le feu de l'action? Comment agit-il sur la scène internationale? C'est que du storytelling. C'est insupportable. Est-ce que je peux faire un story time sur ce livre? En gros, quand j'étais je pense je devais être soit en 3e, soit en seconde. J'ai eu un moment de mais les adultes, ils parlent tout le temps de politique et moi, je comprends rien. Et en fait, dans ma petite ville de cons, où il n'y a rien à faire, il y a un endroit où on peut aller hang out avec nos potes. C'est une librairie, la librairie Actes Sud, qui est très cool parce qu'elle fait aussi cinéma et tout. Et donc, avec nos potes, souvent, on y allait. Et des fois, on s'achetait des petits livres, des petites BD. Et moi, j'étais en mode, mais moi, j'ai envie de comprendre la politique. Je vais acheter le livre de François Hollande. Parce que je m'étais dit, bien sûr, ça va être très objectif. Genre un livre de François Hollande sur la politique de François Hollande. Quelle bonne idée. Du coup, j'achète le livre. Et après,
c'était donc France périurbaine, les transports en commun n'existent pas, donc c'est les parents de nos copains qui venaient nous chercher. Et donc, il y a le père de ma pote qui vient nous chercher à la bibliothèque et qui est en mode « Alors, vous avez acheté quoi aujourd'hui ?» Et moi, je sors ce livre j'avais 12 ans, enfin non, 13 ans, je sais pas. Oh my god. 12 ou 13 ans. Et j'ai vu que dans ses yeux, il y a une flamme qui s'est éteinte. Un peu, tu sais, comme quand ton enfant il rentre du collège, en mode « Moi, maman, plus tard, je veux être RH, tu vois ?» Oui. Mais moi, au collège, je voulais faire expert comptable, hein, donc... Mais voilà, et du coup, en fait, je ne l'ai jamais ouvert, littéralement, depuis. Mais je le transporte partout où je déménage parce que je me dis peut-être qu'un jour, je m'asserrai et attends, mais il y a un titre de paragraphe qui s'appelle « Je n'ai jamais dit ça ». Je pense que ça doit être un chef-d'œuvre. Et ça, c'était un des 2 livres politiques sur lesquels je ne voulais pas que tu tombes. Pendant qu'à la même époque, je disais l'autobiographie de Mimi Mati. Elle a fait une autobiographie Co-écrite avec Gilles Le Gardinier. Ta Qui gueule. s'appelle « Vaut-il mieux être toute petite ou être abandonnée à la naissance ?» J'ai appris plein d'anecdotes sur Mimi Mati, c'était trop bien. Mais il faut que je le commande, tu penses que l'imprime encore? Il est dans la bibliothèque de ma grand-mère. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Ah bah j'ai ça si tu veux. Ah, et ben je l'ai lu il y a pas longtemps. C'est vrai? Oui. Donc Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden. L'été dernier, tu as lu le premier ou pas? Non, j'ai vu le film. Je Ok. l'ai pas le premier. Le premier livre, l'été dernier, j'ai voulu vraiment comprendre la hype parce qu'on est sur l'un des plus grands phénomènes littéraires du 21e siècle. J'ai lu du coup le premier livre que j'ai trouvé... J'ai vu le livre que t'as sorti. Que j'ai trouvé très très divertissant, même si la langue est vraiment nulle. Et là, je sais pas, début janvier, je pense que je m'ennuyais, j'avais besoin de folie et tout. J'ai lu le deuxième, Les secrets de la femme de ménage, qui était un enfer. Enfin, c'était nul au possible. Je suis allé voir le film aussi, adapté du premier roman, qui était un enfer sur Terre. Non, c'est pas validé. Mais je comprends le projet, je comprends pourquoi ça fonctionne aussi. Moi, hot take. Bon, le film est à chier, hein, globalement, on est d'accord. Et puis il y a Sydney Sweeney dedans. Mais j'avoue que moi, j'ai un petit faible pour les films qui te permettent de débrancher ton cerveau tout en étant diverti. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, mais pour le coup, ça C'est-à-dire, fonctionne. t'es là, tu regardes, ah, ok, c'est pas ça, ok. Ça fonctionne. Tu mais vois, comme j'avais lu... même vibe que Gourou. Ah, j'ai toujours pas vu, moi. Bah, je l'ai vu, et c'était en mode, bah, je capte que ce que je regarde, c'est de la merde, mais bah, je le regarde, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de sortir de la salle. J'ai quand même un peu envie d'aller le voir parce que je suis curieux, mais effectivement, il a l'air objectivement pas dingue. Mais moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je vais pas voir des films pour l'amour de la cinéphilie ou je sais pas quoi. Je vais juste voir parce que parfois, j'ai envie d'être diverti, quoi. Parce que des fois, on se fait chier. J'enchaîne avec un vrai chef-d'œuvre. Et je crois... Ah non, j'allais dire, c'est pas le seul que t'as d'elle, mais en fait, non, je confonds avec Si, Léa là Salamé. aussi. Oui, j'ai un livre de Léa Salamé qu'on m'a offert dans un pack de livres. Et j'étais en mode, elle écrit des livres, genre, what the fuck? Le glam, hein. Le glam de fou. Donc, encore une fois, je peux juste montrer la... En plus, honnêtement, je trouve que c'est pas une photo... En fait, autant, bon là, ça lui crée une stature et tout, genre ça fait président et tout. Autant, je trouve que c'est pas la meilleure photo parce qu'elle est coupée. Elle est coupée au niveau de la tête, elle est coupée au niveau... Enfin, du coup, on a vraiment que ça. Et je trouve ça très restreint, en fait, pour mettre en avant Marlène Schiappa, qui est donc son propre livre qui s'appelle « Entre toutes les femmes », qui partagent... Pourquoi je fais semblant de le connaître? Oui. 11 rencontres exceptionnelles. Elles conduisent des camions dans la région de Toulouse, elles créent des écoles pour filles en Algérie, elles cuisinent des légumes dans les rues en terre battue du Burkina Faso, elles font voter des lois contre le viol aux États-Unis. Je pense que c'est sur un peu une pluralité de femmes qu'elle a rencontrées dans le cadre d'un projet de citoyenneté. Je crois qu'elle a rencontré plein de femmes au cours de sa carrière et genre chaque chapitre c'est sur une femme. Okay. Genre Valérie Jiménez, ouais. Celle qui conduit des camions et dirige des dizaines de camionneurs, PDG de l'entreprise familiale qu'elle a créée avec son mari, Jiménez FVA à Toulouse. Okay. Bref, et en gros, story time derrière ce livre aussi que je n'ai pas acheté, respectez-moi, c'est que par le passé, oui. par le passé, j'ai partagé ma vie avec divers hommes et l'un d'entre eux, pour mon anniversaire, m'a offert le livre de Marlène Schiappa. Tu l'as quitté? As a joke. Alors, alors oui, mais pas après ça.
Pas On en parlera peut-être dans un autre contexte. Non, mais j'étais en mode, bon, bah, je vais le prendre avec humour et positivité. Il faut. Voilà. Mais là, en vrai, on parle beaucoup de livres de merde que j'ai. Donc, j'aimerais remettre un petit peu l'église au milieu du village parce que, quand même, j'ai des trucs assez cool. Mais Anna, tu serais choquée de ce que j'ai dans ma bibliothèque. Hein. Mais aussi, en fait, le Ouais. problème que j'ai, c'est que, ça, je voulais en parler avec toi, je ne sais pas comment classer ma bibliothèque. Alors moi, je fais partie des gens qui classent pas exactement comme toi. Je les fous dans la bibliothèque En et fait, voilà. moi, j'avais fait un truc de genre, je mets tous les livres que j'ai lus à une certaine, Ah genre, non, moi même en pas, je haut. mélange tout. Et en fait, le problème, c'est que ça ne marche plus. Mais un livre, bah, des livres cool que j'ai lus. Ah, il a l'air cool, ouais, lui. Il y a ces gens-là, de Loumir Lapré. En gros, ces gens-là, Loumir Lapré, je sais pas si vous voyez qui c'est une militante pour les zones rurales, enfin les militantes écologistes, il me semble, et enfin militante environnementale et militante pour les zones rurales. Et en gros, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle, elle a grandi dans l'Ain. Oui, dans l'Ain. Et elle est partie pour aller faire ses études à Paris. Elle y est restée parce que bah, c'est là qu'elle travaille, quoi. Et il y a eu le Covid et elle était en mode « Aïe, oh, j'ai envie de crever ». Et du coup, elle est rentrée dans sa famille, dans l'Ain. Et en fait, elle a aménagé là-bas. Et elle a travaillé là-bas. Et elle a travaillé dans une usine. Et en gros, en fait, elle commence à se poser une question de se dire « Pourquoi est-ce que tous les gens de ma ville, enfin de ma petite ville, ouais, votent extrême droite ?» Enfin, une très très grande partie. Puisque l'Ain, je crois que c'est une région qui est bien tombée entre les griffes du RN. Et en fait, elle se pose la question de genre pourquoi ces gens qui n'ont aucun intérêt concret à voter pour le RN vont voter pour le RN. Et en fait, elle se concentre surtout sur 3 figures qui sont celles de sa meilleure amie, celle du mec, de 2 meufs qui travaillent avec elle à l'usine et celle du mec qui a le bar de quartier. Et en fait, elle réfléchit un petit peu à tout ça et la réflexion qu'elle développe, j'espère que vous n'êtes pas sur le live, Madame Loumir Lapré, parce que peut-être que je dis que de la merde, mais c'est qu'en gros, dans la France périurbaine, la religion aujourd'hui, c'est la propriété privée. Genre, être un bon citoyen français, c'est être propriétaire de sa maison pavillonnaire, avoir un bon travail et être loyal à son travail et être solide dedans. Et en fait, avoir des enfants qui réussissent, bah, c'est avoir des enfants qui ont acheté leur maison ou c'est avoir des enfants qui ont un bon travail, qui payent bien le plus tôt possible. Et c'est hyper mal vu que d'avoir des enfants qui vivent encore sur le crochet de leurs parents pendant longtemps, etc. Et qu'en fait, bah, quand ta religion, c'est la propriété, quand ta religion, c'est ton travail et la qualité du travail que tu fournis, et qu'en fait, peu importe l'effort que tu fournis, tu te rends compte que tu es de moins en moins en capacité de correctement travailler, ou tu es de moins en moins en capacité d'acheter la maison que tu penses mériter, bah en fait, tu commences à t'énerver, et le seul ennemi contre qui tu peux jeter, enfin à qui tu peux jeter, enfin accuser quoi, bah c'est les assistés, donc souvent les personnes qui considèrent vivre au crochet de l'État, ça peut être bah, des personnes en situation de handicap, des personnes qui ont eu un accident de la vie ou des personnes bah, migrantes qui n'ont pas encore le droit de travailler quoi. Bref, et en gros ce qu'elle explique c'est ça. Donc il y a toute une réflexion intéressante aussi sur est-ce que le vote RN est un vote foncièrement raciste? Genre, est-ce que toutes les personnes qui votent pour le RN votent en ayant en tête une théorie raciale? Elle, en gros, elle distingue vachement les militants du RN et les votants du RN. Parce qu'en mode, les militants du RN, c'est des... Genre, c'est des couillons finis, on sait pourquoi ils font ça et on va pas leur trouver des excuses. Maintenant, les votants RN, est-ce que genre leur vote vient pas certaines fois dans notre lieu? Et en fait, ce qu'elle reçoit comme témoignage de la part des gens avec qui elle échange, c'est que en fait, les gens ont un problème avec les personnes qui sont des descendants d'immigrés à partir du moment où ces personnes ne répondent pas à ce que eux jugent être un bon travailleur ou non. Un peu cette phrase qui revient souvent chez des électeurs RN de dire ah non mais moi j'ai pas de problème avec les Arabes tant qu'ils travaillent, ou genre tant qu'ils participent à la société française, etc. Et bon, bien sûr
c'est déjà raciste de dire ça, mais en fait, ce qu'elle explique, c'est le vote RN, c'est pas un vote basé sur un programme, c'est pas un vote concret pour mettre en avant ses avantages, en mode « Ah, si je vote RN, je vais gagner plus d'argent, etc. » C'est vraiment un vote pour se distinguer de la population des assistés, à laquelle on ne veut surtout pas appartenir, parce que, population qui n'existe pas, hein, parce que on ne veut pas donner l'impression qu'on a échoué dans notre rôle de citoyen, c'est-à-dire notre rôle de bon propriétaire et de bon travailleur. Et je trouvais ça assez intéressant. Voilà. Le livre est très très cool et je trouve qu'il y a une réflexion intéressante aussi sur genre la démocratie représentative, ou alors en mode, en fait, vous êtes trop mignons à demander aux gens de s'intéresser à la politique et de parler de genre à quel point c'est important d'aller voter pour avoir des gens qui nous représentent à l'Assemblée, quand en fait, les gens à l'Assemblée sont genre des cadres sup. Ouais, la politique ne s'intéresse pas à eux, donc pourquoi est-ce qu'ils s'y intéresseraient? Voilà, genre elle explique que le pourcentage d'ouvriers au Parlement est genre minime, et qu'en fait, alors qu'en France, les proportions sont presque inverses, quoi. Et voilà. Du coup, c'était très intéressant. J'ai lu Il ça a à l'air vraiment Noël cool. avant les repas de famille. C'était cool. Réfléchis. Ah, ça, c'est un livre que Enzo Reed, il en parle tout le temps sur TikTok. C'est Propre, de Alia Trabuco Zeran. Je sais pas si tu l'as lu. Non, mais j'ai vu l'adaptation Netflix qui est horrible. Il y a une adaptation Netflix. Elle est vraiment très très nulle. Ah ouais, ouais. What the fuck. Pourtant, parce que, le livre apparemment est très bien. parce que j'allais dire justement, c'est genre la femme de ménage mais en bien. Genre, c'est un peu l'histoire pareil d'une femme de ménage qui pète un plomb, sauf que dedans on parle de rapports de domination financier, de la position des femmes précaires et dans les foyers dont elles doivent s'occuper. Et c'est trop trop bien. C'est vraiment trop intéressant. Donc bonne alternative à la femme de ménage. Ah, lui, il a l'air trop bien. Je l'ai pas lu. Propaganda de Edward Bernays. Peut-être je vais m'asseoir parce que là, Assieds-toi. on je dirait t'en que prie. j'essaie d'instaurer un rapport de domination avec les viewers. En gros, ça, c'est un bop. En gros, j'essaie de me souvenir parce que je l'ai lu il y a quelques temps. Oui, c'est le neveu de Sigmund Freud. Voilà, ce sera un très bon début. En gros, Edward Bernays, c'est un mec, c'est le mec qui a littéralement, arrêtez-moi si je me trompe, inventé genre le lobbying, en fait. Oh waouh, j'aurais tellement aimé inventer ça. Oui, en fait, le mec était en mode les gars, c'est chaud parce qu'on est là, on laisse les associations influencer l'opinion pour faire passer des trucs, etc. On laisse les politiciens influencer la population pour faire passer des lois, etc. Et si on laissait les entreprises influencer l'opinion pour pouvoir, genre, vendre plus, etc. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que lui, il parle de c'est ça. En fait, il parle du concept de propagande. Et il est en mode, les gars, le gouvernement, il fait grave la propagande pour influencer nos opinions. Donc moi, je vais prendre le concept de propagande, je vais les adapter aux entreprises et je vais donner des outils aux entreprises pour leur dire, si vous voulez faire votre propagande pour influencer l'opinion et vendre plus, voilà un livre dans lequel je vous explique comment le faire. Et donc, avant, on appelait ça propagande des entreprises. Après, c'est devenu le lobbying. Et en fait, donc le mec, c'était le neveu de Freud. Et Freud. Je sais pas. Et Freud. voilà. Et en gros, il a essayé d'inventer des procédés pour influencer l'opinion des gens. Mais il donnait plein de trucs hyper intéressants. Genre, par exemple, je sais plus ce que c'était exactement, mais c'était le velours. Genre le velours aux États-Unis, plus personne n'en achetait parce que c'était devenu un peu has-been. Et ça faisait chier genre, toutes les usines de velours qui étaient en mode putain, en vrai, on est dans la merde. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que depuis les États-Unis, ils ont payé des célébrités, des grandes actrices françaises pour leur demander de mettre des pièces en velours, mais pas brand d'une marque particulière, juste du velours. Et du coup, les meufs, elles sont sorties à leur tapis rouge à Paris avec des trucs en velours. Ça a été photographié, c'est sorti dans des magazines.
Et vu que, j'allais dire la banlieue influence Paname et Paname influence le monde, mais vu que Paname influence les États-Unis en matière de mode, bah, tous les Américains, quand ils se sont rendus compte qu'en fait les Parisiennes, elles remettaient du velours, ils étaient en mode putain, mais nous aussi on veut du velours. Et du coup, les usines, elles ont recommencé à tourner. Et du coup, ils parlent un peu de ces exemples-là et de comment on peut genre les rendre systématiques quand on a envie de vendre, quoi. Par exemple, parler des voitures. Où genre, en gros, à l'époque, les tramways, c'était grave un délire. Tout le monde prenait le tramway dans je sais plus quelle ville des États-Unis. Et puis, bah, il y a l'industrie automobile qui a commencé à se développer. Ça rapportait un max de bif au pays. Et donc, du coup, ils ont commencé... Genre, il y a des entreprises, des automobiles, qui ont commencé à, genre, saboter des lignes de tramway pour qu'il y ait de plus en plus de problèmes avec les tramways et que les gens soient en mode, putain, en fait, prendre le tramway, c'est trop chiant. Maintenant, je vais prendre la voiture. Ah, voilà. Voilà. Et du coup, c'est trop cool. Et je crois que le mec qui a écrit la préface, en gros, est une des dernières personnes à avoir rencontré ce mec avant sa mort. Oh, waouh. Et en fait, il raconte que c'est un peu un méchant dans les films, quoi. Genre, le mec est un peu en mode bah ouais, je sais que ce que je fais, c'est de la merde, et alors je vais pas m'en excuser. Et alors voilà. C'est assez intéressant, en vrai. Donc, De toute façon, très bon livre. je pense qu'on peut vraiment inciter à découvrir et à fouiller un peu les bouquins de cette maison d'édition qui s'appelle Zone au pluriel, parce que c'est toujours des essais qui sont assez intéressants. Les livres sont beaux, hein. Ouais, Alors, j'adore. pour le coup, là, les couvertures sont très très belles. Et il y a des bouquins qui sont très cool de cette collection-là. Ouais, c'est une de mes préférées et j'aime bien aussi celle-là, Divergence. Divergence. Ça, c'est l'Internet des enfants. Ah oui, elle était trop bien ta vidéo dessus. Tu l'as vu? J'ai vu ta Enfin, vidéo dessus. Ah, ok. Mais j'ai je pas vois lu. que t'es un abonné assidu. Et oui. C'est David Julien Ramil. Et d'ailleurs, hilarant parce qu'après, il m'a DM sur Insta. Et en mode, j'aime bien la vidéo et tout. C'est grave ça a l'air d'être grave un gamer et tout. Genre, ses posts, ils sont trop marrants. En gros, c'est... genre, l'Internet des enfants, ça parle pas tant des enfants sur Internet, enfin, qu'on voit sur Internet, mais plutôt de la consommation d'Internet par les enfants. Et de, genre, toutes ces chaînes YouTube qui commencent à faire des trucs en mode Skibidi Toilet pour genre leur ravager le cerveau et les rendre accros et tout. C'est vraiment terrifiant. C'est vraiment un délire. Et j'ai appris tellement de choses sur l'Internet que je ne savais pas. Même sur genre le début de l'influence. Et le truc est vraiment trop cool. Et les noms des chapitres sont hilarants. Genre, le caca c'est rigolo, 2 points. La contre-culture subversive du web. J'adore. C'est génial, il parle de Roblox et tout dedans. C'est vraiment un bop. Voilà. Eh ben, il a l'air trop bien celui-là. Ouais, en vrai, il est vraiment très cool. Moi, je l'aime beaucoup. Allez, on prend un autre livre. Ah, ma vie! Ma vie. Supplemento al dizionario italiano Ouais. de Bruno Minari. C'était mon cadeau de quand j'ai dit que je commençais les cours d'italien. Parce que du coup, j'expliquais tout à l'heure que Ah, c'est marrant. mon partenaire de vie est italien et que je prends des cours d'italien pour pouvoir communiquer avec sa famille finalement. Et du coup, il m'a offert un livre où en fait c'est un complément au dictionnaire italien et c'est les signes. Voilà. Par exemple, comment ça veut dire? Un besoin physique urgent. Besoin physique urgent. Genre, quand t'appelles ton prof, t'es en cours, tu fais comme ça veut dire je vais me pisser dessus en gros. Voilà. Bugia. Crossed Non, fingers. ça se prononce bugia. Bugia. Ça veut dire mensonge. Famé. Mais qui fait ça pour dire famé? C'est vraiment comme ça sur le côté, genre. J'ai faim. Ouais, bon. Je vais pas utiliser Belle. tous les signes, je pense, mais voilà. Il y en avait un, c'était un peu stylé, c'était genre le signe que tu fais en terrasse quand tu veux un nouvel Aperol Spritz. Ouais. C'est quoi? Bah, je sais pas. Oh non. Je peux le chercher, mais... Vieni qui. Vieni qui. E un dritto. Diritto. Oh! Vous vous rendez compte comment il est insupportable, ce mec? Je suis italianophone, pour ceux qui demandent. Personne demande. Arrête, après, on pensait que c'est toi, mon partenaire de vie. T'es Bah chiant. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Mais. Des éditions point.
Mais tu l'as kiffé. Enquête sur la diaspora française musulmane. Alors, je l'ai pas lu. Par contre, Julien Talpin, c'est celui qui a dirigé ce livre-là, si je me trompe pas. Mais oui, OMG, mais hey, il charbonne, hein, le mec, il en écrit des Ouais. trucs. Julien Talpin, et moi que j'avais étudié pendant mon master. Je l'ai pas lu, mais on en a entendu beaucoup parler. Ouais. Enfin, je me souviens que ça avait fait un bon gros buzz, hein. Oui, c'est ça. C'est les Français de culture, enfin de confession musulmane qui, en fait, se trouvent contraints de quitter la France parce que bah il y a trop de barrages à leur ascension sociale, quoi. Mm. Et genre ce truc-là de bah en fait on est obligé de se tailler parce que bah, le pays est islamophobe. Donc voilà. Et c'est assez intéressant parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant d'écrits, qu'il y ait tant d'écrits, waouh, qu'il y ait tant d'écrits que ça sur l'islamophobie qui ont fait parler ces derniers temps. Et du coup, ouais, il a l'air très cool. Mais ouais, je l'ai pas encore lu. Je crois qu'on me l'a envoyé en janvier, un truc comme ça. Ah bah c'est récent, c'est le mois dernier. Ouais. Je vais prendre dans ce qu'il y a en bas. Les caractériels. Ah, mais je crois que j'avais Lui, je failli l'ai lu. le prendre. Ouais. Les caractériels de Martial Cavatz. Je l'ai lu et ça m'a pas. Ah. Bah, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est malvoyant et qui vit dans une famille dysfonctionnelle. Mais en fait, on parle pas du tout de. En fait, je me souviens de rien. Ok. Donc ça en dit long sur à quel Ouais. point le livre t'a marqué, quoi. Ouais. Mais dans le même genre, il y en a un que j'ai bien aimé. Celui-là, je l'ai pas lu. Ah, bah c'est quand même intéressant ça. C'était- Ah, mais je l'ai pas récupéré. Mais il y a un livre qui est bien, qui est une bonne alternative aux caractériels. Parce qu'en gros, les caractériels, l'idée, c'est de raconter l'histoire d'un gamin qui vit dans une famille précaire, dans un quartier, et il est malvoyant et c'est chaud. Mais en fait, c'est juste genre. Pas. Enfin, il n'y a rien de très percutant dans l'histoire. Dans le même genre, que j'ai adoré, c'était un peu genre mon livre préféré de 2024, je pense. C'était Rue du Passage. Je me souviens plus du nom de la Ah, meuf, ça, j'ai je connais cherché, pas. je l'ai prêté, du coup je l'ai plus chez moi. Mais Rue du Passage, et en gros c'est de Fatima Ouassak, c'est ça. Et en gros ça se passe dans les années 80 et c'est une petite fille qui est dans un appartement dans un HLM et qui raconte en fait sa vie parce que en gros elle croit aux anges gardiens, c'est une petite fille qui croit aux anges gardiens et qui est en mode je veux trouver mon ange gardien. Et en fait, dans chaque chapitre, elle parle d'une figure de la tour dans laquelle elle habite et elle essaie de trouver son ange gardien. À chaque fois, elle se pose la question dans tel ou tel chapitre et tout. Et c'est trop cool parce que bah, là, en fait, tu suis vraiment la vie d'une enfant qui vit dans une situation compliquée parce que bah, son oncle n'a pas de titre de séjour et que ses parents travaillent dans des conditions hyper difficiles et tout. Et je trouve que c'est une bonne alternative. Il est vraiment très très bien. Ok. Rue du Passage de Fatima Ouassak. Ouais. Ok. J'avais vraiment kiffé. Mais ouais. Et après, ça m'a fait penser à un livre de con. Oula. Mais j'ai oublié lequel. Mathis. Oh, du Mona Chollet. Elle est là aussi. Ah, oui. J'ai pas lu. Non plus. Tu veux que je juge lequel? Attends, je me pose la question. Aïe! J'ai les genoux qui commencent à me faire mal. Oh, ok, il faut que je parle de ce livre-là. Ça, Mais il a l'air tellement bien celui-là. c'est mon meilleur livre. Du coup, je parlais de mon meilleur livre de 2024. Il faut que je parle de mon meilleur livre de 2025. Mon meilleur livre de 2025, c'est Joyce Carol Oates. Et le livre s'appelle Boucher. Et en gros, pour vous expliquer un peu le speech, c'est un mec qui s'appelle Silas Ware. C'est un peu un médecin raté. Genre, toute sa famille est trop stylée, ils font des trucs de fou, ils sont trop intelligents. Et lui, bah, c'est un peu un médecin de con, pas très fort. Et du coup, il travaille genre dans un cabinet de médecine générale. Et vu qu'il a un ego surdimensionné, il considère qu'il devrait faire quelque chose de mieux. Et en fait, c'est hyper graphique, hein, trigger warning dégueulasse.
juste tout ce qu'il y a de dégueulasse est dans ce livre. En fait, on lui amène un enfant, genre une femme qui vient d'accoucher lui amène son enfant. Et ah oui, ça se passe dans les années 1850 1830. Ok. Et il y a une femme qui accouche, qui lui ramène son enfant, genre avec la tête toute cabossée. Moi, j'avais la tête cabossée quand je suis née aussi, du coup, c'est ok, j'ai le droit de le dire comme ça. Ah, je n'osais pas te demander. Ouais. Tu sais que j'ai un... Ah, c'est vrai? Ouais, si tu peux toucher là. Non. Ok. Et, et du coup, un enfant avec une tête vraiment toute... et en fait, lui, il est en mode... Parce qu'on est en 1830, hein. On est en 1830. Il est en mode, ah, mais peut-être avec mes doigts, si j'appuie très fort, parce que les enfants, ils n'ont pas de boîte crânienne, si j'appuie très fort, je vais genre réussir à lui remodeler la tête toute droite. Bien sûr, il tue l'enfant. Oh my god. Voilà. Et donc, ça fait giga grosse polémique dans le village. Ah ouais, et normal. du coup, il est en mode, ok, bah, je dois partir malheureusement. Et en fait, il part. Et la seule personne qui accepte de l'embaucher, c'est un ultra riche qui cherche un médecin pour ses esclaves. Parce qu'à l'époque, aux États-Unis, en 1830, bah, l'esclavagisme était en cours. Et donc, du coup, il devient médecin d'esclaves, ce qui est assez facile parce qu'en vrai, tout le monde s'en fout des soins portés aux esclaves, donc il sait qu'il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Et lui, dans sa tête, c'est en mode, je veux travailler dans un endroit où on ne considère pas mes patients comme des êtres humains. Comme ça, je vais pouvoir tester toutes mes expérimentations de con et repousser les limites de la médecine et enfin, peut-être un jour, amener la médecine à sa révolution. Sauf que... Je peux regarder les autres livres. Sauf que personne n'acceptera que je fasse ça sur des patients qui sont considérés comme des êtres humains. Donc je vais le faire sur ceux qui sont les plus déshumanisés. Donc il commence sur ses esclaves et ensuite il finit par le faire sur des femmes dans un hôpital psychiatrique. Parce que si tout le monde s'en fout des femmes, tout le monde s'en fout encore plus des femmes qui sont considérées comme folles. Surtout qu'à l'époque, c'était même pas des femmes qui avaient des problèmes de santé mentale. Souvent, c'était juste des femmes qui, genre, voulaient mettre des pantalons. Et c'était en mode, ok, tu veux mettre un pantalon, ma belle, il y a quelque chose qui cloche, on va te foutre à l'HP. Et du coup, il procède à toutes ces opérations et il invente la gynopsychiatrie. C'est l'idée que tous les troubles psychiatriques des femmes sont liés à leur appareil génital, vu qu'apparemment on n'est qu'un gros utérus. Et la gynopsychiatrie, ça existe vraiment, hein. C'était le courant qui faisait que, par exemple, on allait enlever à une femme son utérus quand on considérait qu'elle était hystérique, ou lui enlever des parties du cerveau pour la calmer un peu. Bref, et du coup, en gros, c'est l'inventeur de ce truc qui existe vraiment. Genre, ce mec existe vraiment. Et en fait, l'autrice a imaginé ses journaux intimes dans lesquels il raconte ses expériences, comment elles avancent, comment elle les justifie, etc. Et elle raconte aussi le journal intime de son fils qui grandit et qui se rend compte en fait de la violence de son père. Et tout à l'heure, on vous parlait de Lolita de Vladimir Nabokov, dans la DA de genre journal intime, pseudo-journal intime écrit par un mec complètement fou pour voir la folie du fait de son propre point de vue. Bah là, c'est exactement ça. C'est genre voir comment ce mec justifie sa violence vis-à-vis des femmes par une pseudo-mission scientifique révolutionnaire, en disant en fait, moi je suis un génie, mais il est trop tôt pour qu'ils s'en rendent compte, ils verront plus tard à quel point je suis trop fort, genre. Et le livre, il s'appelle Boucher, de Joyce Carol Oates. Et c'est vraiment un bop, mais par contre, ouais, il faut avoir le ventre accroché parce qu'il y a vraiment des passages qui foutent la bonne grosse gerbe, genre. Littéralement. Voilà. Tu nous as sélectionné des petits livres ? J'ai pris 2 livres. Un livre de la pile cachée et un livre de la bibliothèque. Ok. Le livre de la pile cachée que j'ai sélectionné, c'est un livre que je n'aime pas du tout et qui est très encensé. Toi qui as longtemps été dans le milieu de l'éloquence, Ouais. qui est un truc qu'on apprécie sûrement beaucoup à 18, 19 ans, etc. Mm-hmm. Et ce qu'on juge pas du tout, hein. Enfin, vraiment, c'est normal. Un peu quand même. Bah, je pense que c'est une phase qui est hyper intéressante. Hyper intéressante. Du moins, en plus, quand on rentre en école et tout, et que du coup, il y a les concours, et que c'est kiffant. C'est L'art d'avoir toujours raison, d'Arthur Schopenhauer, qui est un livre qu'on achète en se disant, bon bah, enfin moi, tu vois, j'avais même une édition à 2 €. En se disant, bon bah, je vais lire ça, et je vais être imbattable en éloquence, Et je vais en avoir rhétorique, toujours raison. et je vais avoir toujours raison. Et c'est un livre qui comprend, je crois, 38 stratagèmes, si je ne me trompe pas,
des mécaniques, justement, enfin, lui, il appelle ça des stratagèmes, pour avoir raison. Et moi, quand j'ai lu, j'ai été extrêmement déçu parce que de tous ces stratagèmes, je crois qu'il n'y en a aucun, ou alors il y en a peut-être un ou deux, qui permettent d'avoir raison. Parce que tous les autres, ils sont concentrés sur le fait de discréditer la personne qu'on a devant soi. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que je trouve que c'est un moyen de réduire le débat que de dire, voilà, je suis en désaccord avec Anna et je vais lui dire, bah, de toute façon, t'as tort parce que ta frange, elle est mal faite. Enfin, non, ça va. Mais Mais, attends, mais par contre, mais du coup, le but, c'est que de discréditer. en vrai, elle est vraiment mal faite. Je l'ai pas bien coupée la dernière Je fois. n'osais pas dire. Mais attends, mais j'ai une vraie question. Oui. Genre, tu te souvenais qu'il y en avait 38? Oui. Ou t'as regardé? Non, non, je me souviens. T'es un sociopathe. Non, mais enfin, mais dès le début, tu l'as lu ou pas? Dès le début, il explique qu'il va y avoir 38 stratagèmes. Attends, je mets un peu de lumière. Merci. Ça change tout. Je vais même allumer Moi aussi, j'ai l'édition à 2 euros. la guirlande autour de la... Et j'avais été très très déçu parce que pour moi, on n'a pas raison en discréditant son adversaire sur la base d'autre chose que ce qu'on veut prouver, justement. En fait, moi, je trouve qu'il est très mal écrit. C'est peut-être une hot take de dire que Schopenhauer, il écrit mal. Hein, je sais non, pas, non, mais on est d'accord. je trouve que c'est très mal écrit et je trouve que effectivement, en fait, et puis ça se répète, ça se répète, ça se répète. C'est en mode, là, t'as juste dit 5 fois la même chose d'affilée. Ça aurait pu être un seul et même stratagème, connard. Mais par contre, je trouve qu'il y a certains points qui sont intéressants quand tu fais un peu cet exercice de genre vouloir développer ton esprit critique, on te verbalise et qu'on t'explique les stratagèmes que va mettre ton adversaire pour avoir raison. Par exemple, j'avais fait une vidéo avec ce livre où c'était quelqu'un qui m'avait dit, je parlais du problème des sans-abrisme chez les personnes exilées, qui était en mode, bah t'as qu'à les accueillir chez toi si t'es pas contente. Et ce truc-là, il y a Schopenhauer qui en parle à un moment donné. Alors, contrairement à Mathis, je ne me souviendrai pas du numéro du stratagème en question. C'est le 16. C'est le 16 peut-être. Mais c'était genre en gros le faux choix. Tu donnes l'impression à ton adversaire que soit il doit accueillir les exilés chez lui et dans ce cas-là il a le droit de s'en plaindre, soit il ne peut pas accueillir les exilés chez lui et dans ce cas-là il n'a pas le droit de s'en plaindre. Et en fait en imposant ce faux choix, la personne elle est paralysée parce qu'elle met plus de temps à comprendre quelle est la bonne option qu'à se rendre compte qu'il y a d'autres alternatives. Et même l'argument ad hominem et tout, je trouve que c'est des trucs qui peuvent être intéressants à lire, mais juste, enfin... Ouais, tu vois, j'avais parlé de ça, que genre, en fait, la tentative, il y a une tentative, enfin, un stratagème qui est souvent mis en place, c'est le fait de vouloir juste mettre ton adversaire en colère pour qu'il se discrédite lui-même. Mais est-ce que tu as besoin d'un livre pour le comprendre? Je ne sais pas. Mais le fait de le lire, peut-être que ça te permet de te rendre compte, de mettre des mots sur ça, et te rendre compte un peu plus du truc, quoi. Mais ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un livre genre de bandeur de débat, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est tellement la rhétorique de tous les apolitiques qui détestent la gauche. Oui. C'est qu'en fait, c'est toujours la solution facile de dire, bah, t'as qu'à résoudre un problème collectif à travers toi, ta solution individuelle. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, puis genre, tu fais ça avec tout, genre. Ah bah, t'es pas content de te faire agresser dans la rue, bah t'as qu'à genre... Pas sortir. Ou genre apprendre à te battre. Juste genre, normal. Mais oui. Mais ouais, du coup, je sais pas. Je me dis, ça peut... Je suis sûre que... Non, pas tant. Je veux dire, je suis sûre que Bardella, il kifferait ce livre. Il sait pas lire. Ouais, c'est vrai. Il sait sûrement pas lire. Mais un autre livre que j'ai récupéré de la bibliothèque d'Anna et que pour le coup je trouve vraiment intéressant et excellent, et dont l'auteur, enfin j'aime beaucoup le projet littéraire de l'auteur, enfin littéraire et politique même, c'est Édouard Louis. Et je crois que c'est son dernier roman du moins, L'Effondrement. L'Effondrement d'Édouard Louis. En fait, si vous ne connaissez pas Édouard Louis, c'est un auteur qui, dans tous ses bouquins, fait que raconter sa vie. Il y a un livre dans lequel il raconte son homosexualité en grandissant, il y a 2 livres dans lesquels il parle de sa mère, un livre dans lequel il parle de son père, et ça en l'occurrence c'est un livre qui parle de son grand frère. Qui est décédé à l'âge de 38 ans parce qu'il était alcoolique et qu'il a été retrouvé raide mort dans son salon. Et en fait ce livre-là, on pourrait se dire ah bah, c'est un énième bouquin pour raconter le deuil, etc. Pas du tout, c'est un énième bouquin pour raconter à quel point Édouard Louis, il a eu le regard de se dire que son frère était mort à cause de la violence politique, de la violence sociale, parce que c'est un homme qui a toujours été autorisé à rêver, en se disant que voilà, il allait devenir
je sais pas, un grand artisan, un grand artiste, ou un grand commerçant, enfin qu'il allait réussir dans la vie, pouvoir devenir très riche, rendre fier son père qui est parti et que son père allait revenir, qu'il allait l'aimer à nouveau. Sauf que bah, la réalité, c'est que quand on vient d'un milieu précaire ou du moins d'un milieu populaire, comme la famille d'Édouard Louis, bah, en fait, ces rêves-là, on ne peut pas ou très difficilement les réaliser. Et donc, quand on n'a pas ça et qu'on est un homme hétéro comme l'était son frère, bah, on a aussi les femmes, sauf que du coup, quand on n'a pas tout ce qu'on veut, bah, en fait, on est souvent un homme violent avec les femmes. En fait, comme la société est violente avec ces hommes-là, enfin avec ces gens-là tombent dans la violence. C'est horrible de dire ces gens-là. Bah, C'est ces le gens-là de titre du mourir livre. l'après. Tombent, tombent dans la violence, tombent ben, dans l'alcoolisme et en fait subissent cette désillusion constante parce qu'ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves. Et du coup, Édouard Louis, il retrace un petit peu ce parcours rétrospectivement en se disant, bon bah voilà, son frère, c'était pas quelqu'un qui était fait pour l'école, c'était un peu le genre de mec à aller acheter des clopes en cachette à 15 ans, etc. C'était un peu le genre de mec à bah voilà, aller draguer des filles, à faire le bordel en classe et tout. Euh, et du coup, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi socialement dans la vie, mais aussi parce qu'on lui en a pas donné les clés, parce qu'il n'a pas été favorisé pour. Et donc, bah, il est tombé dans l'alcoolisme et Édouard Louis raconte ce parcours-là et la difficulté de, du coup, voir des gens qu'on aime disparaître à cause de la violence sociale et politique, de la même manière que dans le livre qu'il a écrit sur son père, qui s'appelle Qui a tué mon père. Il raconte que son père a été ouvrier toute sa vie, que à l'âge de, je sais pas, 55 ans, il a eu un accident au travail à l'usine qui lui a complètement brisé le corps, et que son père est décédé quelques années plus tard, et qu'en fait, il avait juste servi à être un ouvrier pendant des années, et que, encore une fois, la violence politique et sociale avait fini par le tuer. Et que c'est pour ça aussi que les pauvres meurent plus jeunes que les riches, parce que tout simplement, ils ne sont pas entretenus, ils ne sont pas aidés. Et, euh, et je pense que dans toute l'œuvre littéraire d'Édouard Louis, qui raconte justement bah, tous les malheurs de sa famille, il y a justement cette dénonciation du système politique et social qui ne soutient pas les personnes les plus précaires, qui ne les accompagne pas. Et ça se ressent dans la mort d'un frère alcoolique, dans la mort d'un père handicapé par un travail qui l'a complètement brisé, dans l'enfermement d'une mère qui n'a été réduite qu'à son rôle de mère et de femme, et qui a été violentée, qui a été trompée, et même directement dans l'écriture d'Édouard Louis, qui a grandi dans un milieu précaire en tant qu'homme homosexuel, qui a subi beaucoup de violence vis-à-vis de ça, et qui, une fois, entre guillemets, émancipé, ou du moins une fois avoir atteint un milieu social un peu plus élevé, a subi à nouveau cette violence sociale parce qu'il n'avait pas les mêmes références que tout le monde, parce qu'il venait pas du même milieu que tout le monde, et du coup, cette violence symbolique, on l'a subi même quand on sort de sa classe, quand on venge sa race, et je mets des guillemets parce que c'est une expression d'Annie Arnaud qui parle justement de cette ascension sociale-là. Et ça s'inscrit plus ou moins dans le même projet, sauf qu'Édouard Louis, il a une écriture plus politique. Ok, trop stylé. Mais j'ai pas du tout. J'ai jamais lu encore Édouard Louis. Il Celui-là, m'a- bah, on me l'a Celui-là, envoyé. il m'a bouleversé. C'est Point qui me l'a envoyé. Et. Ouais, trop stylé. Celui-là, c'est vraiment un des meilleurs. Je l'ai commencé genre un dimanche soir en me disant, bon, bah, Édouard Louis, valeur sûre et tout, ça va être trop bien. Je l'ai lu d'une traite et ça m'a bouleversé. Mais Mais vraiment, en j'ai plus, fait que pleurer. je l'avais demandé parce que toi, tu m'en avais parlé Mhm. de Édouard Louis. Et dis-toi qu'il m'a tellement bouleversé que j'ai même pas osé en faire de vidéo parce que vraiment, c'est un livre qui m'a touché très personnellement. Eh ben, ma petite puce. Et tu lis quoi en ce moment là? Je lis quoi en ce moment? Bah là, je viens de rentrer de vacances et donc du coup, en vacances, j'ai lu plein de bouquins. Et là, j'ai pas commencé de nouveaux bouquins parce que ces derniers jours, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai travaillé, je suis sorti, etc. Fast life. Et là, je vais commencer Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë parce que j'ai envie de le lire avant d'aller voir l'adaptation. Et je voulais commencer Hamnet, mais je pense que j'irai voir le film avant. OMG. Donc tu vas aller voir le film quand même? De Hamnet? Oui, oui, Non, oui. les Hurlevent, ouais. Hurlevent, ouais. Moi, j'ai grave hâte. Désolé, je fais partie des personnes qui sont hypées par ce film. J'adore Charlie XCX. J'ai envie de découvrir toute la BO. J'adore Margot Robbie et Jacob Elordi. Ok. J'ai envie de voir. Moi, j'irai le voir juste parce que j'adore voir des gens mal à l'aise quand il y a des films avec une tension sexuelle très forte dans une salle. Je fais partie de ces gens, mais j'irai quand même. Genre, j'avais ressenti ça avec... comment il s'appelait le film Baby Girl, non? Ouais. Ah, pour le coup, là, il y avait du malaise. Ouais, mais dis-toi qu'il y avait une meuf qui était allée le voir avec son gros daron, genre. Et ils sont sortis au milieu du film. C'était intense. Et Challengers aussi.
Challengers. J'irai pas avec mes parents. Ouais. J'ai adoré Challengers. Ouais. J'irai pas avec mes parents. Moi, en ce moment, je lis. Tu vas adorer là, ce que je fais. Tu vas adorer le livre que je vais te ramener. J'ai trop peur. Ah non. En fait, en ce moment, je lis plus beaucoup. Tu m'as envoyé. En fait, en ce moment, je lis plus beaucoup parce que j'ai un problème. Genre, normalement, j'ai deux collaborations avec des livres qui arrivent. Ouais, je peux dire ça. Normalement, je vais travailler sur 2 livres là en collab. Et du coup, je sais que quand je vais les recevoir, il faut que je les lise vite pour pouvoir écrire dessus. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je suis en mode, je peux pas me lancer dans un livre que j'aime trop et recevoir le livre et devoir l'arrêter pour commencer un nouveau livre. Parce que moi, je peux lire les livres que d'une traite. C'est pas si pressé. Et ouais. Du coup, mais là, c'est quoi l'autre tu vas adorer. En fait, là, je sais pas si vous avez capté, il y a plein de gens pas gentils qui m'ont tabassé la gueule sur Internet. Sur Internet, hein, uniquement. Et du coup, c'était vraiment très anxiogène, j'étais hyper stressée, j'en pouvais plus. Donc, j'ai regardé ma bibliothèque et je me suis dit, c'est quoi le plus gros livre de con ? Mais tu parles trop mal, c'est ok d'avoir Sans compter Marlène Schiappa et François Hollande, que je peux trouver dans ma bibliothèque et qui va juste me permettre de déstresser et de pas activer mon cerveau. Du coup, Le café secret des nuits de pleine lune. Waouh, ça fait beaucoup. Tu veux que je te lise le... Oui. Allez. À Kyoto, un café ambulant tenu par des chats maîtres en astrologie fait son apparition comme par magie les soirs de pleine lune. À la lueur des étoiles, cette mystérieuse roulotte accueille les humains qui en ont besoin. Oula. Fondant au chocolat et sa glace de pleine lune, café glacé au sirop d'aurore, en dégustant les desserts préparés sur mesure, les clients se confient aux étonnants tenanciers à moustache. Et grâce à la lecture de leur thème astral, tous comprennent peu à peu à quel moment ils se sont égarés. L'interprétation de la carte du ciel leur permettra-t-elle de surmonter les obstacles qui les ont détournés du bonheur ? Voilà. Commentaire de Femina. Véritable phénomène, ce roman va vous faire ronronner le cœur. Et il y a des dessins. Oula. Et les contours sont bleus. On devrait faire ça plus souvent, par contre. Ouais, on appelle À ça mes yeux. un jaspage. Un jaspage ? Oui. Ok. Donc ça, c'est le livre de con que j'ai lu, que j'ai pas terminé parce que c'est juste insupportable, en fait. C'est juste trop chiant. Et le deuxième livre, que tu as fini, qui est cool en vrai, mais j'ai un peu du mal à me concentrer. Ouais. C'est La sagesse des nonnes. Tana Garriga et Carmen Urbita. Je m'y connais en fait. Comment les sœurs du XVIe et du XVIIe siècle nous aident à survivre à notre époque. Je te laisse en parler. Ouais, alors moi du coup je l'ai lu là, je l'ai fini il y a une semaine. C'est un essai qui va reprendre plusieurs thématiques. On parle de l'âme, on parle de l'amour, on parle de l'argent, on parle du corps, on parle de l'amitié, plus ou moins, qui justement va donner des exemples de différentes sœurs, enfin de différentes nonnes du XVIe ou du XVIIe siècle, et montrer à quel point elles traversaient des problématiques de vie qu'on peut aussi traverser nous aujourd'hui. C'est un livre qui est un peu vendu avec un axe de développement personnel, comme si leur manière de solutionner ces problèmes-là allait nous aider, nous, à solutionner nos problèmes. Là-dessus, il y a un peu une promesse mensongère et ça a été une déception pour moi dans la lecture. Genre, non, tu t'attendais vraiment à sortir et être un... Putain, mais... Non. Waouh. Non, mais c'est que du coup, ça sert à rien de le vendre comme un livre de développement personnel, dans le sens où, moi, ça m'a giga intéressé, en fait, de découvrir des anecdotes sur les nonnes et aussi de démystifier cette figure de la nonne qui se limite vachement à se dire c'est des femmes qui sont dans la religion, qui sont enfermées dans des couvents et qui prient toute la journée. Mais c'est vrai que je trouve que le premier propos, puisque moi j'ai juste lu, je suis en train de lire le chapitre sur l'amitié, et j'ai lu je suis page 26. Hein. Ouais. Et en fait, le premier propos, je le trouvais intéressant, de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire de notre époque, le fait que les nonnes soient devenues autant des mèmes, en mode, moi, à chaque fois qu'un homme me ghost, enfin moi, la prochaine fois qu'un homme me ghost, ou genre... Je suis one hinge date away from rentrer dans le couvent et tout. Et du coup, je trouve ça assez intéressant, genre de se demander ce que ça veut dire de notre société qu'on fantasme le lifestyle des nonnes, alors que c'est pas tendance.
Et, originellement. et littéralement, ce midi, j'étais dans un resto. Et en fait, le resto, donc, il s'appelle la Madonnina. On voit pas, hein, mais là, c'est Rihanna en mode nonne. Et il y avait plein de figures de nonnes. Et en fait, c'est des figures de la pop culture qui sont en nonne parce que C'est qui ça? il y a Le une deuxième? véritable. Là, c'est Rihanna et ça, c'est une actrice. Ok. Et il y en avait d'autres. Et même là, on voit pas, mais tu vois, il y avait des bougies de Timothée Chalamet en nonne. Là, il y a plein de vierges, etc. Ouais. Parce qu'il y a ce qui s'appelle une nonne mania, cette omniprésence de la figure de la nonne, comme tu le racontais, sur les réseaux sociaux ou directement dans la pop culture. Et pour ça, l'exemple le plus récent, c'est l'album de Rosalia, où la figure de la nonne est omniprésente. Mais attends, mais je vais le noter dans mes idées de vidéo. Je vais faire une vidéo sur la non-mania, genre demain. Bah, littéralement, bah, du coup, parle du bouquin. Peut-être. Mais dans cette nonne mania, justement, on se pose la question de, comme tu l'as dit, de qu'est-ce que ça veut dire que de devenir une nonne, même au-delà de ça. On a commercialisé un peu la vie de nonne en se disant, bon, bah, qui veut aller passer une retraite spirituelle de silence avec des nonnes? Et il y a des expériences qui sont vendues comme telles. Hmm. Euh, et justement, là, ça déconstruit un peu cette figure qu'on peut avoir de la nonne en montrant que, bah, par exemple, dans le chapitre sur le corps, on explique à quel point il y avait des nonnes qui avaient de l'anorexie et qui bouffaient des toiles d'araignée parce qu'elles ne supportaient pas leur corps. Donc il y a une nonne qui est décédée comme ça, qui est devenue une sainte. Mais c'est fou parce que. Et on l'a vendue en mode, oh, elle était tellement proche de Dieu qu'elle s'autorisait même pas à manger alors qu'elle était juste anorexique. Mais c'est fou Et parce du coup, elle est que devenue sainte. l'anorexie, on le conçoit toujours comme quelque chose lié au regard d'autrui. Mm. Et genre en mode, oui, c'est parce qu'on se compare et on a de plus en plus. Enfin, c'est de plus en plus un problème de société parce qu'en fait, on est dans une société qui prône de plus en plus la minceur et le contrôle sur son corps et tout. Mais c'est fou de se dire qu'une Ouais, sauf qu'en fait, nonne. quand t'es dans un couvent, c'est plutôt en mode, qui va être le plus proche de Dieu? Moi, je suis tellement proche de Dieu que je mange pas. Ah oui, bah c'est toujours l'idée de contrôle en fait et de. C'est ça. Ouais. Et de pureté, tu vois, dans la religion. Et même, il y a d'autres chapitres où, bah, en fait, des femmes qui sont enfermées dans un couvent, évidemment que les lesbiennes ont toujours existé. Et donc, du coup, c'était le lieu parfait, enfin, le lieu parfait pour être une lesbienne, et en même temps, c'était aussi le lieu du péché, d'être entouré de femmes. Et donc, ça parle de ça. Ça parle aussi, par exemple, d'une nonne qui a inventé le capitalisme, je pense, et qui a ouvert 8 monastères et couvents au total, et qui, du coup, se faisait Diva. financer pour ouvrir des monastères et des couvents. Et cette meuf était une giga entrepreneuse, alors que c'est une nonne du XVIe siècle, qui est elle-même devenue, encore une fois, une sainte. Une des filles qu'il adorait, une des nonnes qu'il adorait, qui avait 40 ans de moins, une fois que cette femme est décédée, a fini son projet et a ouvert un énième monastère à Lisbonne. Putain. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir que c'est pas autant des figures aussi passives qu'on pourrait l'imaginer, Oui. aussi ancrées dans la religion, et que bah, même les nonnes du XVIe siècle doutaient de leur foi, doutaient de leurs valeurs, et se remettaient en question à travers leur rapport entre elles, et même leur rapport avec les hommes. Je voulais répondre à la question. Je profite qu'on soit 25 pour demander les conseils pour lire plus. Parce que moi, j'étais vraiment pas une bonne lectrice, genre à l'ancienne. Cette année, enfin l'année dernière, j'ai lu 40 livres en une année. Et avant, j'en lisais genre un par mois et même des fois moins. Et en fait, les petits tips qui m'ont aidé, il y en a plusieurs. Déjà, ce que je fais, c'est que je vais un peu m'imposer des moments de lecture. Par exemple, moi, je prends tout le temps le métro parce que j'ai une peur phobique du vélo. Donc, dès que je suis dans le métro, je suis en mode, je suis dans le métro, je n'ai le choix de faire rien d'autre que de lire. Je vais aussi parfois m'imposer quand, par exemple, c'est le dimanche et que je fais un peu genre toutes mes tâches en mode mes courses, mon ménage, que je dois nettoyer plusieurs pièces de la maison et tout. Entre chaque tâche, je vais m'imposer de lire un chapitre. Donc ça, c'est un truc qui m'aide un peu. Genre transformer les petites pauses qui peuvent être des pauses TikTok en des pauses livres. Ouais. Je switch, je lis un essai et un roman. Enfin genre en mode, après avoir lu un roman, je lis un essai, après avoir lu un essai, je lis un roman. Pour pas me lasser de ma lecture. Et un truc que je me suis imposé aussi, que je faisais pas avant, en fait, je me suis rendu compte l'année dernière que souvent, en fait, j'adore lire et c'est un truc qui me fait vraiment beaucoup de bien pour mon anxiété parce que ça arrête ma spirale d'overthinking constante. Et en fait, le problème, c'est que je m'en dégoûtais moi-même parce que quand je lisais un livre, j'avais l'impression que je ne pouvais pas en toucher un autre tant que je ne l'avais pas fini et que même si le livre me foutait la gerbe, j'allais devoir le lire jusqu'à la fin. Ce qui est complètement con, notamment quand genre, tu te forces à lire des essais sociologiques de 400 pages qui sont pas intéressants et que tu es en mode j'ai juste envie de me tuer. Et du coup, tu lis le livre en 8 mois et pendant ces 8 mois, bah, tu n'as rien lu d'autre alors que en réalité, si tu l'avais juste fermé
et mis dans une étagère pour ne plus jamais y toucher, bah, t'en aurais déjà C'est grave lu ok. genre 10 autres. Et du coup, c'est un peu un truc que j'ai essayé de dédramatiser, genre le fait de ne pas finir un livre. Et donc maintenant, je lis, genre en mode je prends un livre et si au bout de la page 50, je me fais vraiment chier et que je suis en mode c'est de la merde, je le pose et j'arrête. Ouais. Et c'est un peu le truc qui m'aide à ne pas me dégoûter et à avancer, quoi. Mais d'un autre côté, c'est vrai que les années de Annie Ernaux, par exemple, Ouais, il faut se forcer avant bah, les années de d'intégrer le Annie truc. Ernaux, c'est genre un de mes livres préférés. Je pense après Boucher, dont je parlais tout à l'heure, c'est genre mon deuxième livre préféré de l'année Et 2025. moi, je l'ai mis en top 1 de l'année 2025. Et en fait, la réalité, c'est que j'ai commencé à kiffer à partir de genre la page 100. Ouais. Et c'est ouf parce qu'il y a une meuf avec qui je travaille. Tu travailles avec d'autres gens que moi? On arrête tout, on arrête tout. Il y a une meuf avec qui je travaille, une meuf de Oui Demain, Ok. qui me disait quand j'ai mis les années en story et que j'ai dit que c'était incroyable, alors que 3 semaines avant, je t'avais dit que c'était Ouais, de que la t'avais du mal. grosse merde. Mm. Elle m'a dit ah putain, mais moi c'est trop bizarre parce que genre j'ai commencé à le lire et vraiment j'aime pas, genre j'y arrive pas. Je suis en mode t'es page combien ma belle? Elle m'a dit page 60 et je lui dis Reste dedans. Reste résiste. dedans. Ça devient intéressant quand elle rentre à l'université. Et genre 2 semaines après elle m'a envoyé un message, elle m'a dit putain c'était génial Annie Ernaux et tout, Ouais. c'est trop bien. Donc ouais. Donc voilà, toi c'est quoi tes petits conseils? En fait, mon premier conseil que je pourrais donner avant même de créer le moment de lecture, c'est de résister à toute pression sociale, de lire certains livres qui sont des classiques ou quoi, mais en fait de lire un livre que vous avez vraiment envie de lire. Genre qui est dans la bibliothèque et vous vous dites, putain, en fait, l'histoire a l'air vraiment trop cool, ça m'intéresse, sincèrement. Oui, je suis d'accord, Parce qu'il des y a fois on a un tellement peu de une livres où on se pression dit, de... ah, je sais pas, Les Misérables de Victor Hugo, il paraît que c'est extraordinaire, Ouais. mais en fait, c'est super long, ça se trouve, c'est super chiant. Mm. Mais et si tel livre qui n'est pas estimé ou alors qui n'est pas connu, l'histoire vous intéresse, les thématiques vous intéressent, ou alors c'est un essai sur une thématique que vous connaissez déjà un peu et que vous avez envie d'affiner, etc. En fait, si le livre en lui-même à la base vous avez envie de l'ouvrir, et effectivement, il suffit entre guillemets, de créer ce moment ou de se l'imposer parce que c'est difficile aujourd'hui dans un monde où on est toujours hyper stimulé de vraiment poser son téléphone, de se mettre en mode avion ou de mettre son téléphone dans une autre pièce et de se dire je lis. Si on arrive à créer ce moment et à faire l'effort conscient de se dire je lis de la même manière qu'on peut faire l'effort conscient de mettre ses baskets et d'aller courir dehors, c'est dur quand il fait froid, etc. On n'a pas envie. Les 10 premières minutes sont difficiles parce que rentrer dans un. C'est comme courir. Hein. Les 10 premières minutes quand tu cours, c'est un enfer. Quand tu lis les 10 premières minutes, tu as du mal à te concentrer, tu penses encore à d'autres choses, etc. Puis au bout de 10 minutes, tes considérations elles commencent à s'estomper. Et en fait, tu commences à être uniquement centré sur le livre. Puis tu t'engouffres dedans. Si ça t'intéresse, en fait, tu le continues. Et si après, tu as le temps, le livre, tu peux ne pas le lâcher. Si tant est qu'il t'intéresse. Et donc pour moi, la première étape, c'est justement l'affinité. Ouais. L'affinité avec le livre et ses thématiques. Je suis grave d'accord avec ça. Et je rebondis sur un commentaire qui a été mis dans le chat. Mais le fait de lire des livres courts, en vrai, c'est con, mais ça aide. Enfin, Oui. moi, je sais que je ressens rapidement le besoin de passer à l'histoire suivante, même si ce que je lis, je l'apprécie. Et donc, en fait, des livres de... Enfin, quelque part, là, j'ai Dune. Enfin, mes parents me l'ont acheté parce que, genre, j'adore l'univers de Dune et tout, mais quel jour de ma vie je vais me poser et je vais lire 900 pages. Oh waouh! En fait, 900 pages. C'est pour caler une table, c'est un truc pareil. Personne ne lit ça, avec tout le respect. Et donc, du coup, c'est un peu le truc où moi, je me force plus à lire des trucs hyper longs. Je vais jusqu'à max, je dirais 400 pages, c'est vraiment mon max. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais alors moi, tu sais que depuis que j'ai lu À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui au total fait genre 3500 pages, parce que c'est 7 livres, depuis que j'ai lu ça, je favorise les livres longs. Quitte à les lire plus longtemps, parce qu'en fait, parfois, tu lis des livres de 200 pages et tu as tellement un sentiment d'inachevé ou de te dire bon, on n'est pas allé hyper loin en vrai en 200 pages, ou j'aurais aimé connaître plus les personnages, que tu as ce sentiment d'avoir lu un livre, mais en fait, qu'il n'ait pas eu de gros impacts sur toi, ou tu sais que les personnages, tu t'en rappelleras pas forcément ou quoi. Alors que, effectivement, ce bouquin que j'ai lu, qui fait au total 3500 pages, bon, c'est en 7 livres, hein, c'est le livre qui a le plus changé ma vie, et c'est parce que cette histoire, elle s'est ancrée dans le temps, et parce que les personnages, je les ai vraiment vus évoluer. C'est comme quand, parfois, tu regardes une mini-série de 4 épisodes, ou quand tu regardes une série de 10 saisons de 20 épisodes,
bah, en fait, tu les as tellement vus évoluer les personnages sur des années et des années qu'il y a beaucoup plus de consistance et qu'on peut intégrer beaucoup plus Oui, ouais. de réflexion ou simplement d'histoire. Bah, c'est un peu ce que j'ai ressenti pour le coup avec Boucher. Et Boucher, il fait. Il est plus long, ouais. Bah, je crois, il fait peut-être. Il est là. Ouais, en vrai, je pense 400. Et moi, j'adore non, les livres 500. longs, ouais. Bah, tu vois. Ouais, 500 pages. Mais ouais, et se réveiller, lire le matin, moi, c'est un truc que je faisais avant. Et maintenant, j'ai du mal, mais il faut que je m'y remette. Ouais, parce qu'il y a un peu cette injonction au travail. Ouais. Capitalisme. Mais c'était trop cool en tout cas. Enfin, Ouais. moi j'ai beaucoup apprécié. Merci Anna pour l'invitation. Bah, merci à toi, ma petite puce, d'être venue, ma petite poupette. Voilà. Et merci à vous d'être venus parce que, genre, what the fuck, moi j'étais en mode, mais qui va cliquer sur ça? Genre, qui lit mes stories déjà? Qui va cliquer sur le lien Twitch Même moi je lis pas. et va rester pour regarder? Parce que la réalité, c'est que moi je n'ai jamais regardé de live Twitch sur Twitch. Je les écoute en podcast, je regarde les rediffs sur YouTube, mais genre, jamais je fais ça. Et donc, je n'arrivais pas à croire au concept du fait que des gens viendraient. Et premier degré, quand on a lancé le live et qu'on a vu 0 pendant genre 35 secondes, on était en mode, peut-être que ça va être un terrible normal. moment de malaise. Voilà. Mais du coup, voilà, trop contente. Et on est trop contents si ça vous a plu en tout cas. Vous pouvez envoyer à Anna en DM des mots gentils déjà. Et d'autres idées de live, peut-être d'invités que vous aimeriez avoir sur ces lives. Et tout. Mais en fait, pas moi qui place ton truc, genre. Mais n'hésitez pas à faire des retours, dans tous les cas, on prend toujours. Et du coup, il y a Naëlie qui t'a envoyé le livre de Sarko en PDF et on t'en remercie. Alors, pour ce qui est... Merci beaucoup pour le livre de Sarko. Je vais le lire ce soir, je pense. Et pour ce qui est des réponses aux DM, en fait, je réponds, mais je peux pas répondre à tout parce que... il y en a beaucoup. En vrai, il y en a beaucoup et il y en a beaucoup de méchants. Ou alors des gens qui sont vraiment en mode... coucou Anna, est-ce que tu peux me faire une liste de toutes les associations auxquelles je peux envoyer mon CV pour mon stage? Et je suis un peu en mode, oh là là, mais les copains... Ça fait beaucoup. Et sachez qu'Anna répond beaucoup trop déjà. Ouais, donc désolée. Mais, et aussi, j'ai découvert la fonctionnalité générale sur les DM Insta. Mais Dieu merci. Mais moi, je ne savais pas, je mettais tout le monde dedans. Mais moi, je mettais tout le monde en principal. Parce que vous savez, quand vous pouvez accepter... T'es une malade mentale. Quand vous acceptez les demandes, après, les gens, en fait, ne sont plus dans vos demandes, donc ils peuvent vous envoyer autant de messages qu'ils veulent. Et moi, je mettais tout le monde en principal et pas en général. Et du coup, j'avais genre des fous qui m'appellent, genre, sur Insta, et qui font sonner mon téléphone plusieurs fois par jour. Et je suis en mode, mais... Comment? Ou même qui te crée les notifs et tout. Oui, genre, tu sais, et du coup, je suis en mode, ah, mais je gère plus le flux de notifications, en fait. Mais donc, maintenant que j'ai découvert l'existence de cette fonctionnalité, peut-être que ça changera un peu. Et oui, aussi, j'ai vu que je voulais discuter politique. Des fois, aussi, je réponds pas à certains messages. Parce qu'il y a des gens, ils sont en mode, c'est quoi ton avis sur la situation des Kurdes? Et je suis en mode, en vrai, ma petite puce, je peux pas juste faire des vocaux comme ça, de but en blanc, où je sors des random political facts. Genre, il faut que je me pose, que je lise des trucs et tout. Du coup, des fois, je réponds pas, parce qu'il y a des gens, ils sont en mode, ouais, mon papa, il m'a dit ça au repas de famille, est-ce que c'est vrai? Je suis en mode, attends, je vais pas rentrer dans vos conversations familiales comme ça, faut que le sbull, d'abord, il faut que je me renseigne. Mais je sais que tu plaisantes, mais le problème, c'est que c'est pas le cas de tout le monde. Dédicace à tous les terminales qui me demandent de faire leur oral de HGGSP. HGGSP. Voilà. On vous voit, en fait. Bref. Gros bisous, la team. Pourquoi on a pris du recul comme ça? On s'est mis comme ça. En fait, on a mal aux genoux, je crois. Là, on va pas être capable de se relever. Trouver un vrai setup. Ouais. Bah oui, parce que quand je vais inviter, genre, potentiellement, genre, des gens autres que toi. Des gens plus cool que moi, tu veux dire? Non, mais par exemple, je peux pas dire à Manon Aubry, bah, faut s'asseoir entre mon lit et ma bibliothèque en tailleur. S'il te plaît. Ouais. Bon, bah... Bisous tout le monde. Bisous et merci beaucoup. Ciao, ciao. Je sais pas comment on termine le live, hein, si tu te débrouilles. Je crois qu'il faut... Arrêter. Ah bah voilà. Allez. À la prochaine. À la prochaine.